Greisamer, bonjour Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv et vous vous arrêtez cet après-midi, Ilan, sur la semaine un peu particulière qu'ont vécu les Israéliens. Une semaine marquée à la fois par les émotions mélangées suscitées à la fois par le Yom HaZikaron puis le Yom HaAtzmaut d'un côté et en même temps l'attaque meurtrière jeudi soir dans la ville d'Elad. Ilan, vous m'entendez ? Alors, oui, tout à fait. Alors, vous m'avez peut-être pas entendu. Je vous lançais sur cette. Vous ai entendu. Ah voilà. Alors on vous écoute. Non, vous avez tout à fait raison. Cette semaine était très particulière pour les Israéliens, puisque d'abord, en son centre, il y a les 2 journées qui, pour Israël, sont fondamentales au cours de l'année. C'est le jour du souvenir des soldats morts dans les guerres d'Israël et le Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Sans aucune séparation entre ces 2 journées, donc une journée à la fois une journée très triste, suivie d'une journée très heureuse, très gaie, où les Israéliens sortent et se baladent en Israël et sont dans la nature. Cette semaine, par rapport aux autres années, il y a eu quand même quelque chose de grave qui s'est passé, puisque à la fin du Yom HaAtzmaut, jeudi soir, ça a été ce terrible attentat dans la ville d'Elad, qui est tout près, au fond de la ligne verte et des territoires, et ce sont 2 terroristes qui sont en Elad et qui ont frappé à la machette, à la hache et au couteau des Israéliens. Il y a eu des morts et c'est donc une journée très bizarre, cette journée de jeudi, où une très grande joie a été suivie certainement d'une grande tristesse, d'autant qu'on n'a pas réussi à attraper tout de suite les terroristes. Ça a quand même pris tout le week-end et les gens ont eu très peur que ces terroristes continuent à se balader et fassent d'autres attentats. Et ça a finalement replongé les Israéliens après cette belle parenthèse du Yom HaAtzmaut sur la réalité du moment. On voit la vague de terrorisme reprendre et s'intensifier ces dernières semaines. Absolument. Et il y a là une série, on peut parler d'une série d'attentats qui ont des caractéristiques d'ailleurs communes. Il n'y a pas vraiment d'organisation ou de mouvement derrière ces initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles, de gens qui prennent un couteau et décident de tuer des juifs. L'imitation joue aussi. On voit qu'il y a eu des attentats, alors certains sont tentés de faire la même chose. Mais il est certain que le gouvernement israélien se trouve confronté à une réalité très problématique et je ne suis pas sûr qu'on sache quoi faire face à cette vague d'attentats et un grand point d'interrogation est posé là-dessus sur que devrions-nous faire face à cela. Alors on évoquait tout à l'heure, Ilan Greisamer, dans la première partie de cette émission, cette information du quotidien britannique Times sur le message qu'auraient passé les services israéliens à plusieurs pays, plusieurs capitales européennes et moyen-orientales sur leur questionnement, en tout cas l'option posée sur la table d'une élimination de certains responsables palestiniens du Hamas basés à l'étranger. C'est notamment le cas de Salah El Arouri qui végète qui navigue entre la Turquie et le Qatar. Est-ce que c'est une option qui, à votre avis, mérite justement d'être posée sur la table à défaut d'éliminer les responsables du Hamas dans la bande de Gaza? Et notamment Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas et politique du Hamas dans la bande de Gaza. Sur le plan stratégique, c'est une question qui a été très fréquemment posée. Est-ce que c'est une solution que de frapper l'ennemi à la tête et de commencer à éliminer ces différents dirigeants d'organisations terroristes ou qui jouent un rôle important dans le terrorisme? C'est une question qu'Israël se pose depuis très longtemps parce que il n'y a pas de difficulté intrinsèque à éliminer ces terroristes. La question c'est, est-ce que ça sert à quelque chose? En général, lorsqu'on élimine, même si on éliminait un Sinwar, chef du Hamas, ou un Nasrallah, chef du Hezbollah,
il y aurait quelqu'un d'autre qui viendrait à sa place, probablement avec la même politique et même peut-être une politique encore plus terroriste et plus extrémiste. Donc, c'est un grand débat en Israël. Est-ce que ça sert à quelque chose d'éliminer ces chefs terroristes? Personnellement, je suis assez dubitatif parce que le problème de fond reste là. L'incitation à la haine autour notamment de la mosquée El-Aqsa et du mont du Temple, c'est une donnée, ça reste. Donc qu'il y ait le chef terroriste ou qu'il soit mort, ça ne change pas grand-chose. Sur la fin, Ilan Greysheimer, vous relevez également que des changements sont apparus dans la manière de célébrer Yom Ha'atzmaut la semaine dernière, et ce fut notamment le cas dans la manière dont s'est exposé le Premier ministre Naftali Bennett. Qu'est-ce qui vous a marqué en comparaison avec les précédents exercices et notamment la manière dont Benjamin Netanyahu s'exprimait dans ces moments importants du calendrier national israélien? Oui, vous avez raison de parler d'exercice parce que finalement tout ça était depuis très longtemps codifié. C'est-à-dire que le jour du souvenir des soldats morts est codifié, le jour de l'indépendance, on sait qu'il y aura le matin les avions dans le ciel d'Israël, puis le quiz autour de la Bible, du Tanakh, suivi à la fin du prix d'Israël. Donc ce sont des choses très codifiées. Je crois que cette année, ce gouvernement dirigé par Bennett a essayé non pas de faire la révolution, mais de changer un certain nombre de choses. Regardez, par exemple, lors de la remise du prix d'Israël, alors que les spectateurs étaient rangés en randonnion depuis des décennies, non, là, on a mis des tables et c'était plus convivial, etc. Donc, des petites choses, mais il semblerait qu'on passe un peu à quelque chose de plus libre, de plus individuel aussi, dans la façon de célébrer ces journées fondamentales. Ce n'est pas le fond qui est changé, mais la forme est quand même très différente. L'événement politique du jour en Israël, Ilan Greysheimer, c'est l'ouverture de la session d'été de la Knesset après une pause de plusieurs semaines à l'occasion notamment de la fête de Pessah. On en a dit un mot tout à l'heure avec notre correspondante permanente à Jérusalem, Pascal Sunshine. Est-ce que la coalition Bennett-Lapid peut tenir alors qu'elle ne dispose plus sur le papier de la majorité absolue désormais ? La grande question politique posée en Israël aujourd'hui, jour d'ouverture de la session d'été, est-ce que la coalition gouvernementale va tenir? En général, les commentateurs sont assez pessimistes et pensent que cette coalition va s'effondrer. Certains disent dans le mois, d'autres pensent qu'il faudra 6 mois pour qu'elle s'écroule et les évaluations diffèrent un peu. Mais c'est vrai que cette coalition de 8 partis est en train de se déliter. Actuellement, ce sont les Arabes de Ram, du parti islamiste, qui refusent de revenir à la table de la coalition. Est-ce qu'ils vont maintenir cette position ou non? Nous attendons surtout la journée de mercredi, après-demain, parce qu'il est très possible, comme le disait justement votre correspondante, qu'il y ait une proposition de dissoudre la Knesset. Et à ce moment-là, on va bien voir qui vote en faveur ou qui vote contre. Mais ça sera le prochain crash test, comme on dit. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas être très optimiste si on soutient la coalition Bennett-Lapid, parce que le parti Yemina n'existe pratiquement plus, les Arabes ne veulent pas revenir, les autres ruent dans les brancards, donc on ne peut pas être très optimiste. Mais est-ce qu'il y a un plan B? Qu'est-ce que disent les derniers sondages? Non, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B parce que tous les sondages indiquent que s'il y avait de nouvelles élections, je rappelle un 5e round d'élections, on aurait exactement le même résultat de 2 camps opposés. Je ne pense pas que M. Netanyahou serait capable de réunir 61 députés pour constituer un gouvernement. Il n'a pas ces 61 députés dans aucun sondage. Donc, on risque de se retrouver une fois de plus dans cette situation tout à fait particulière de 2 camps représentant chacun plus ou moins 60 députés, donc sur 120,
Et sans issue, sans solution, je crois que c'est le système politique israélien qui est surtout très malade et qui nécessiterait manifestement une réflexion, je dirais, assez totale. C'est-à-dire, vous pensez à quoi? Élever peut-être le seuil minimal de représentativité, de représentation à la Knesset? Non. On est encore en Israël dans un système proportionnel, pas intégral, mais presque intégral. C'est-à-dire qu'on regarde avec un petit intérêt lointain depuis la France. Oui. Seulement, là, en France, la question est, est-ce qu'on injecte une dose de proportionnel? En Israël, c'est le contraire. Est-ce qu'on injecte une dose de scrutin majoritaire? C'est vrai que les petits partis de 4 députés, que ce soit le Meretz ou que ce soit le parti Ram des Arabes, sont quand même assez insignifiants. Pourquoi n'y aurait-il pas une gauche sioniste, travailliste Meretz unie? Pourquoi n'y aurait-il pas des partis du centre qui se regrouperaient? Je vous pose la question, quelle est la différence entre le bleu-blanc de Benny Gantz et le Yesh Atid de Yair Lapid? Aucune différence. Donc, pourquoi n'y aurait-il pas un regroupement que seul le scrutin majoritaire pourrait apporter? Eh bien, on suivra ça de près dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment avec vous, Ilan Greisamer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Votre semaine politique est à retrouver évidemment en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous, Ilan, et à la semaine prochaine.